Je m'appelle Kathleen Thoman. Je suis partie de chez nous à Balsam Lake, en Ontario, et je m'en vais à Mont-Tremblant. Mon fils, Liam, a disparu le 2 février. Je retourne à Tremblant pour alerter les gens de sa disparition, pour tenter de trouver de nouveaux indices et ramener Liam à la maison. Rien ne laissait présager qu'une tragédie se préparait le 31 janvier dans cette voiture. 3 amis en direction d'un beau week-end et Liam est le plus excité du groupe. On a tellement hâte d'arriver sur place, de se lancer dans la montagne. Partis de Whitby, en banlieue de Toronto, ils arrivent après 5h30 de route au Mont-Tremblant. Le paysage s'ouvre tout d'un coup. On voit la montagne, les chalets sur le côté. On en a plein la vue. On voit pas ça souvent. C'est vendredi soir, la première nuit dans leur chambre à l'hôtel Tour des Voyageurs. Liam filme ses skis flambant neufs qu'il va essayer demain. Rendu au sommet, il trouve ça vraiment beau. Il dit « Prends une photo de ça, prends une photo de moi avec l'affiche. » On sort manger à la pizzeria. Ensuite, on prend un verre chez Lucille, au bar. On quitte vers 23h30. Et moi, je vais me coucher. Kyle et Liam vont dans un autre bar. Kyle et Liam vont au mythique Petit Caribou, une institution de l'après-ski. On a pris quelques verres, puis on s'est comme perdu dans le bar. 1 heure a passé, je le voyais plus, et le bar commençait à se vider. Je le texte, « T'es où? » Pas de réponse. Alors je me suis dit, « OK, je retourne à l'hôtel. » Je me réveille vers 8 heures. Je vois que Liam est pas dans la chambre. Je le texte. Yo, t'es où? Le scénario le plus probable, c'est il est sorti au bar, il a rencontré quelqu'un, il est allé chez cette personne-là. On peut pas le rejoindre parce que son téléphone est déchargé ou parce qu'il dort. Alors on va skier et on appelle à toutes les heures. Ensuite, 2 fois par heure. Ensuite, 3. Une vingtaine d'appels plus tard, on se dit, ouais, il y a quelque chose qui cloche. On revient à la chambre vers 16h et Liam n'est pas là. On sort souper. C'est là qu'on devient vraiment inquiet. C'est là qu'on a appelé son demi-frère pour qu'il prévienne ses parents. J'ai reçu l'appel vers 6h moins 10. À Whitby, où ils habitent en Ontario, Chris Thoman, le père de Liam, est avec sa femme, Lara, la belle-mère de Liam. C'était le demi-frère de Liam. Il dit, ça fait 13 heures que Colin et Kyle n'ont plus de nouvelles de Liam. On fait, quoi? Le premier réflexe, c'est de dire, mais de quoi tu parles? Et puis c'est, oh non. Et puis t'as dit, je dois appeler Kathleen, la mère de Liam, parce qu'on savait que c'était grave. Dès que je vois qu'il m'appelle au lieu de me texter, je sais que quelque chose ne va pas et mon cœur se serre. Et c'est là que son père nous a dit de contacter la police. J'ai dit, il faut parler à la police, à la station de ski. On ne sait pas où il est. Je suis allé à la réception de l'hôtel et j'ai rempli un formulaire de disparition. On roule vers Tremblant. Chris, mon ex-mari, Lara, sa femme, et moi. Cette nuit-là, on roulait en pleine tempête.
Étrangement, le trajet m'a paru court et long à la fois. On est sous le choc et c'est le silence. Puis on essaie de comprendre ce qui se passe. J'étais assise devant et je voyais les larmes couler sur tes joues parce que tu craignais le pire. Et si mon garçon est perdu, tout seul et gelé, je me rappelle t'avoir demandé « Veux-tu que je conduise? » Ils arriveront au milieu de la nuit, prêts à recevoir les pires nouvelles. Dans la nuit du 1er au 2 février, Liam Thoman est sorti au bar Le Petit Caribou et quelque part entre là et son hôtel, il s'est passé quelque chose. On refait le chemin exact avec sa mère, Kathleen. Pouvez-vous nous montrer ce qui s'est passé cette nuit-là? Je pense que ça commence ici. Oui. Après avoir mangé une pizza, Liam et un de ses amis vont boire des shooters au bar central. Puis ils vont au Petit Caribou. Le Petit Caribou qui est par là. Oui. Il est quelle heure? Il est environ minuit. Et Liam est avec un ami? Oui, l'autre ami est rentré se coucher. Il était fatigué de sa journée de ski. Liam reste ici jusqu'à la fermeture et se fait mettre dehors à 3 heures du matin. Je vais vous montrer le chemin qu'il a pris vers son hôtel. OK. On sait qu'il a pris ce chemin. On sait aussi qu'il était bien habillé pour la température. Il porte son manteau de ski, sa tuque, ses gants, des combines. En face, c'est son hôtel. La Tour des Voyageurs 2. Oui. C'est là qu'il reste avec ses deux amis. Oui. Qui, à ce moment-là, sont dans la chambre. Oui. C'est à peu près ici qu'il parle avec des gens et qu'il montre son hôtel du doigt. Liam va dans cette direction. Il n'entre pas dans l'hôtel. Il continue. Et c'est ici qu'on le perd de vue. Et c'est ici qu'on perd Liam de vue, qu'on le voit pour la dernière fois. Dernière fois avec certitude. Il y a un autre endroit, pas très loin, où on voit une ombre sur une vidéo de surveillance, mais on n'est pas certain à 100% que c'est Liam. Je peux vous y amener. Oui, s'il vous plaît, on y va. Puis quel temps il fait cette nuit-là? Moins 25, moins 30. C'est froid. Très froid. À l'arrière de l'hôtel, c'est comme l'arrière de l'hôtel. Si on passe par derrière ici, c'est bizarre de passer par ici avec la neige en plus. Ici, c'est le quai de déchargement. C'est pas un chemin naturel. Je sais pas pourquoi quelqu'un passerait ici. Mais c'est possible. C'est possible, oui. Et vous savez que Liam communiquait pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il écrit et à qui? Il veut écrire à son ami Kyle, qui était avec lui au bar, mais il envoie le message à son père par erreur. Il texte « Rejoins-moi dehors ». Puis il appelle Kyle, mais Kyle dort déjà et manque l'appel. Je pense qu'il allait quelque part et il voulait que Kyle vienne avec lui. C'est ici qu'ils ont vu une ombre se déplacer. On est quand même tout près du village. Oui. Sur cette tour,
Il y a une caméra, mais l'image n'est pas claire à cette distance. Mais si c'était Liam, il s'en allait... Dans cette direction. Qu'est-ce qu'il y a là? Des chalets et des condos privés. Est-ce qu'ils ont été contactés? Oui. Ils ont reçu des courriels. Il y a eu du porte-à-porte, des barrages routiers, des feuillets. Et il y a eu des recherches aussi sur le terrain. Oui. Et? Rien. Oh, un chevreuil. Ah, c'est bon signe pour nous. Chaque fois, on se dit que Liam nous dit quelque chose. Quand Liam a disparu, la SQ et des bénévoles formés ont mené des recherches pendant 12 jours. La Sûreté du Québec a produit cette carte qui montre le terrain couvert. Patrouille à pied en rouge et orange, avec les chiens en bleu, avec les chevaux en rose, en mauve avec des véhicules tout-terrain et en jaune, c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère était quasiment dans mon salon tellement qu'elle était basse. Il cherchait avec des piquets 5 par 5 dans la neige partout. On les voyait sur des chevaux, sur les skidoo. Des résidents sont touchés quand ils apprennent la nouvelle et plusieurs agissent, comme Sylvie Blais, qui lance un appel pour une photo de groupe en appui à la famille. Là, on le voit difficilement, là, mais on le voit un peu sur le top là-bas. Il y a une autre série d'hébergements qui sont comme de l'autre côté du chemin du Plessis. Est-ce qu'à quelque part, il aurait pu vouloir se diriger là? Go! Cherche! Il y a aussi Yves Delvalet. Il est propriétaire de Croisière Mont-Tremblant. Il cherche Liam activement. Tous les matins, je vais sortir avec mon chien puis aller marcher dans la région. Je me suis dit, bon, tant qu'à aller faire des marches comme ça, je vais essayer d'aller orienter mes destinations à des endroits où il pourrait être susceptible peut-être que le jeune se retrouve, là, tu sais. Allez, cherche! Hop! En même temps, les policiers commencent leur enquête. Ils ont une foule de pistes à explorer. Où allait Liam? Qui sont ces gens à qui il a parlé? Que se sont-ils dit? Mais d'abord, ils veulent tout savoir à propos de Liam et questionnent son entourage. Ça, c'est en 8e année. Liam est là, et là, c'est moi. On a 13, 14 ans. Au tout début de l'enquête, la police cherche à établir le profil de Liam. Shereen Camissa est importante pour eux. Après ses parents, elle est probablement celle qui le connaît le mieux. Liam est mon meilleur ami. On est amis depuis qu'on a 5 ans. Quand on jouait au parc. On a été aux mêmes écoles primaires et secondaires. Les enquêteurs veulent savoir si Liam a quelque chose qui le rend plus vulnérable à une disparition. Ils m'ont demandé où Liam et moi avons été à l'école et qu'est-ce qu'on faisait pour s'amuser. Et puis ils ont parlé de drogue et ce genre de choses. Si Liam avait des secrets, s'il était hétéro, ce qu'il est. Je ne crois pas que Liam avait de stress financier. On ne prenait pas de drogue, lui et moi, jamais. Il était bien mentalement. Surtout qu'il allait en ski pour un week-end. Il était heureux. C'est en haut. Sa mère cherche dans l'intimité de son fils tout indice qu'il se passait quelque chose d'anormal dans sa vie. Ce sont les boîtes de son nouvel ordinateur. La chambre est petite, mais il a une belle vue. Ils ont posé beaucoup de questions à propos de l'état d'esprit de Liam. Son état d'esprit était très bon. Il venait de terminer son cours en électronique. Il a joué au golf tout l'été en attendant de se trouver un emploi dans son domaine.
Est-ce qu'il avait une vie secrète? Non. J'ai demandé à ses amis parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je suis sa mère et je pense pas. Mais il fallait que je demande. Et aucun de ses amis croit qu'il a une vie secrète. Les réponses que cherche Kathleen ne sont pas dans les objets du quotidien de son fils. Elle doit retourner à Mont-Tremblant en quête de nouveaux indices. Kathleen cherche toujours des réponses au Mont-Tremblant. Elle vient de rencontrer les enquêteurs responsables du dossier de Liam. Qu'est-ce que vous avez appris au poste de police? Ils s'intéressent à un véhicule, une auto qu'ils voient sur des caméras de surveillance. Les enquêteurs ont une piste, un véhicule blanc qui circulait tard dans la nuit. Des expertises sont en cours pour améliorer les images des caméras de surveillance. Kathleen se dirige vers son prochain rendez-vous avec la corporation privée qui gère la montagne et le village de ski. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre? La station n'affiche jamais rien sur ses réseaux sociaux. Je veux savoir pourquoi. C'est important pour vous. Oui, pour moi et pour toute la famille. Liam est porté disparu le 2 février. Le 6, je les contacte pour demander s'ils peuvent publier un truc à propos de Liam. Ils ont répondu qu'ils ne publieraient rien. C'est l'amie de Liam, Shereen, qui gère les médias sociaux pour la famille et elle est en colère contre la station de ski. 3 jours plus tard, le 9, je leur ai envoyé une petite affiche et ils ont refusé. Puis j'ai encore demandé et ils ont encore dit non. Puis pourquoi ils ont agi comme ça, selon toi? Ils veulent que Tremblant soit perçu comme une belle destination de ski. C'est tout. Ils s'en foutent de Liam. Sylvie Blais pense la même chose. On était supposés se rencontrer près de la roche puis prendre une grande photo de groupe. On pensait qu'ici, là, ça aurait été plein de monde. C'est ce qui était souhaité. Liam Toman, where are you? OK, c'est ici. Pour l'anniversaire de Liam, en juillet, Sylvie Blais a tenté de rassembler un groupe d'employés pour prendre une photo en solidarité avec la famille devant cette roche où quelqu'un a peint ce message. Liam Toman, où es-tu? Puis personne qui est venu à la rencontre. Puis pourquoi tu penses que personne ne s'est présenté? Bien, je sais pas, ça démontre de la peur. Tu travailles pour une organisation, as-tu peur de perdre ta job? Mais ce n'est pas tout. Le message qui avait été peint en blanc a aussi été effacé. Même message dans la montagne, il a aussi été effacé. J'ai trouvé que ça manquait d'empathie. C'est un message d'amour, c'est un message, un cri du cœur d'une mère qui cherche son fils. Nous cherchons des gens qui travaillaient à Tremblant l'hiver dernier et qui pourraient nous en dire plus. Nous avons quitté Tremblant, mais Kathleen, la mère de Liam, est toujours là. Elle poursuit ses efforts auprès des commerçants du village. Quoi de neuf ce matin? Je demande à des commerçants de me remettre leurs vidéos de surveillance. Je veux mieux comprendre le trajet de Liam après le petit caribou. Elle a aussi obtenu des pistes intéressantes. J'ai rencontré quelqu'un qui est employé à l'hôtel Marriott et qui m'a aidé à identifier une personne qui a parlé à Liam cette nuit-là. Je vais prendre des notes. C'est quoi son nom déjà? Guillaume. Je le prononce probablement pas bien. Non, c'est bien. Guillaume. Il travaillait ici, il vient de France, il travaillait à l'hôtel Marriott. Puis là, il est où? Au Yukon. OK, ça, c'est des bonnes infos. Nous allons chercher ce Guillaume, l'une des dernières personnes connues à croiser Liam dans la nuit du 2 février. Le père de Liam nous suggère aussi de parler à quelqu'un d'autre. Il y a un homme de la place. Liam a parlé avec sa blonde ou sa fiancée. Il a abordé Liam
et l'a questionné. Chris Tillman n'arrête pas de penser à cet incident au Petit Caribou et à l'homme qu'on voit discuter avec son fils. Je me demande, est-ce que Liam l'aurait énervé? Premier week-end de février, comment tu décrirais l'ambiance qui règne dans le village piétonnier? La montagne est bondée, il y a énormément de monde qui viennent de partout puis qui sont vraiment en vacances. Nous avons retrouvé Naila Dubé dans la région de Québec. Moi, cet hiver, Mont-Tremblant, j'étais gérante au Lucille sur la montagne, qui est un gros restaurant, là, vraiment à la base du village piétonnier. Elle se souvient de la façon dont la station de ski a géré les communications après la disparition de Liam. Comment tu apprends qu'il s'est passé un événement? C'est en ouvrant les courriels du restaurant. Fait que c'est vraiment l'association Villégiature Tremblant qui envoie un courriel à tous les restaurateurs, tous les commerçants de la montagne avec l'avis de disparition de Liam. Puis à la fin du courriel, qui demande aussi de ne pas initier de communication proactive à ce sujet-là. Puis que s'il y a quelconque question des médias ou des touristes sur la montagne, de les rediriger là, à Mont-Tremblant directement. Toi, qu'est-ce que tu en comprends? Je pense que le message que ça laisse sous-entendre puis passer, bien, c'est de pas en parler, puis de faire un peu comme si de rien n'était. Ça laisse vraiment présager que Mont-Tremblant se soucie vraiment énormément de leur image puis des revenus, puis qu'après, la vie humaine en tant que telle, c'est pas la priorité. Hors caméra, plusieurs personnes nous ont dit partager ce point de vue. Avais-tu l'impression que les gens étaient au courant de la disparition de Liam? Les touristes, non, pas du tout. Les touristes qui étaient là début février, ils n'ont pas été mis au courant, puis ils sont partis de leur voyage, de leurs vacances, sans même être mis au courant là, de cet événement-là. Il y avait beaucoup de monde, que quelqu'un l'ait vu, c'est sûr que quelqu'un d'autre a vu quelque chose. C'est ici? Oui. Alors, le 22 mars, le porte-monnaie de Liam a été retrouvé ici, quand la neige a fondu, à cet endroit. Jusqu'ici, le scénario le plus probable pour la famille, c'était que Liam se soit perdu quelque part en sortant du Petit Caribou et qu'il soit mort d'hypothermie, pas très loin. Mais la découverte de son porte-monnaie par un employé de la station change tout. Quand ils ont trouvé son porte-monnaie, il y avait ses pièces d'identité, la carte de sa chambre d'hôtel. L'argent comptant avait disparu. Est-ce qu'on l'a volé? On ne sait pas. La découverte est si importante que la SQ revient mener des recherches. Il porte plus d'attention à ce milieu humide situé tout près. La perception de Kathleen sur ce qui est arrivé à son fils vient de changer. Ce n'est pas une simple disparition. Quelqu'un a fait quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose de criminel ici. Pour moi, ça le confirme. On l'a tous appelé. Sans arrêt. Ça sonnait, puis on tombait dans la boîte vocale. Le iPhone de Liam n'a pas été retrouvé, mais beaucoup d'efforts ont été déployés pour tenter de le localiser. Qu'est-ce qu'on sait de son téléphone? Il s'en est servi toute la soirée, avec sa mère et avec toi. Pendant la soirée, Liam écrivait des messages. Il a même envoyé cette vidéo. Puis à 3h17, plus rien. Nous avons trouvé son iPad et on pouvait voir la dernière position de son téléphone. C'était juste à côté de son hôtel. Juste à côté. La SQ a travaillé avec le fournisseur de services et ils ont déterminé que son téléphone a fonctionné jusqu'à 18h24 dimanche. Le dimanche 2 février à 18h24, le iPhone de Liam a signalé sa présence une dernière fois à une tour qui domine le village. 15 heures après la disparition de Liam, son cellulaire se trouvait dans les environs du village. Depuis, Liam n'est plus présent sur les réseaux sociaux. Il n'a pas touché à son compte de banque.
En septembre, la Sûreté du Québec nous envoie quelques-unes des vidéos de surveillance qu'elle a en sa possession. Kathleen Tolman nous a aussi transmis ce qu'elle a obtenu. Voici ce que ça donne. Liam apparaît entre deux bâtiments. Au fond, le petit caribou qu'il vient de quitter. Il tient son cellulaire à l'oreille. Le même moment, vu d'un autre angle. Liam passe devant le bar Le Central. Il range son téléphone dans sa poche. C'est probablement le moment où il appelait son ami Kyle, qui dormait déjà. Encore le même moment où il passe devant le Central en rangeant son cellulaire. Puis, il se dirige vers son hôtel. Juste quand cette vidéo se termine, c'est là où il est photographié par la caméra de surveillance du Chocolato. Puis cette vidéo quand il passe devant le restaurant Au Wok. Enfin, cette dernière vidéo, captée de la terrasse d'un restaurant. Tout en haut de l'écran, c'est l'hôtel de Liam, mais on ne le voit pas. Liam est ici derrière les chiffres. Il parle avec des gens qui ne sont pas dans le champ de la caméra. Liam montre une direction du doigt, puis il s'en va d'un pas sûr dans cette direction qui pourrait le mener vers l'arrière de son hôtel. C'est la dernière fois que Liam est vu clairement. Avec qui parlait-il? Que se sont-ils dit? Nous les avons retrouvés cet été après plusieurs démarches. On est venu du Petit Caribou par là, par ce chemin-là. Puis on a marché jusque devant l'hôtel, devant les portes de l'hôtel. C'est là qu'on a rencontré Liam, qu'on a discuté avec lui. Même si nos employeurs... Lui, c'est Hugo, et lui, c'est le fameux Guillaume. La mère de Liam les cherchait partout, dans l'espoir qu'ils se souviennent d'un petit détail qui ferait avancer l'enquête. Et ce soir-là, on était à la boîte de nuit du Petit Caribou. Déjà, il faisait très froid. Puis je me souviens, Hugo, il s'était fait voler sa veste dans la boîte de nuit. Donc on essayait d'aller lui rejoindre le plus vite possible le garage pour se réchauffer. J'ai pas le souvenir de lui avoir parlé, mais d'avoir rencontré quelqu'un, oui, à ce moment-là, j'ai ce souvenir-là, mais pas de lui avoir parlé. C'est lui qui est venu vers moi, qui m'a interpellé par derrière. Et si j'ai pas de souvenir, c'est que c'était quelque chose d'anodin qu'il nous demandait. Moi, je me souviens pas qu'il ait pointé une direction ou quoi que ce soit. Je me souviens pas non plus qu'il m'ait demandé quelque chose d'urgent ou autre chose. Je sais que s'il y aurait eu une urgence à ce moment-là, que j'aurais vu qu'il aurait eu besoin d'un service, je sais qu'on serait intervenu pour rendre un service, évidemment. Bref, Guillaume Straub et Hugo Fournier n'en savent pas plus sur ce que cherchait Liam cette nuit-là, ni pourquoi il n'est pas rentré à son hôtel. Ils ont dit la même chose aux enquêteurs. Ce qui est arrivé, c'est qu'en fin de soirée, là, j'avais des amis qui étaient présents, incluant ma femme. Puis on est allé prendre un verre au Caribou. À un certain moment, j'ai vu un jeune homme qui s'approchait. C'était Liam. Il s'en venait en direction vers comme les filles. Et voici Olivier Boivin, l'homme avec qui Liam a parlé au Petit Caribou, un peu plus tôt dans la soirée. Il gère un bar voisin du Petit Caribou. Décris-moi ton dialogue avec lui. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il te répond? Je le vois qu'il s'approche vraiment plus comme près de notre groupe. Fait que là, tu sais, je vais à sa rencontre. Puis je lui dis, tu sais, ces femmes-là, tu sais, ils ont toutes des chums, des maris, ils ont des enfants. Si tu cherches une conquête, tu sais, c'est peut-être pas là. Il était super correct. Je me souviens qu'on s'est fait un fist bump. Puis après ça, moi puis lui, on s'est mis à discuter. Te souviens-tu un peu de la teneur de quoi vous avez jasé? Pas tellement. C'était de tout, de rien. Là. C'était vraiment, tu sais, comme small talk de personnes en vacances à Tremblant. T'es-tu allé skier aujourd'hui? Oui, c'était comment? Ce genre de choses-là. Là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Moi, je suis parti. Liam était là. Les filles ont suivi, puis Liam est resté dans l'établissement. Est-ce que tu y penses souvent? On y pense fréquemment. J'ai mon bracelet. Les employés chez moi sont encouragés à avoir le bracelet. Toutes les pistes aboutissent derrière l'hôtel. Tous les témoins, les caméras mènent à ce douloureux cul-de-sac pour la famille. Tu traverses tellement d'émotions. La déception, la colère, la peine, le traumatisme. Et ça recommence. Je m'appelle Heather Stuka.
Et je viens de Beaumont, en Alberta, où je vis avec mes filles et mon mari. Je roule vers Sun Peaks, en Colombie-Britannique. C'est un centre de ski semblable à Mont-Tremblant, près de Kamloops. Le 17 février 2018, mon fils, qui allait fêter ses 21 ans, est disparu à Sun Peaks. On est à la station de ski Sun Peaks, en Colombie-Britannique, à 4000 km du Mont-Tremblant, mais pourtant, vous voyez comment c'est semblable. Il y a aussi plusieurs parallèles à faire entre l'histoire qu'on va vous raconter, celle d'un jeune homme qui est disparu mystérieusement ici, et c'est la rencontre avec sa mère qui fait prendre une toute autre tournure à notre enquête. C'est ici que Ryan travaillait? Oui. Il travaillait aux glissades sur chambre à air. Plus haut. Heather Shtuka est la mère de Ryan Shtuka. Il a disparu le 17 février 2018. Il a terminé son travail et il est allé fêter avec un groupe d'amis dans les bars du village, plus bas. Quand les bars ont fermé, ils sont allés chez des amis finir la soirée. Est-ce qu'on peut aller là? Absolument. Parti de chez ses parents dans leur banlieue d'Edmonton, Ryan, presque 21 ans, travaillait depuis peu à la station de ski Sun Peaks en Colombie-Britannique. Puis, la nuit du 17 février 2018, on ne montrera pas la maison à la télé, mais c'est ici que ça s'est passé. Oui, c'est là. C'est là que Ryan a été vu pour la dernière fois. Oui. Il faut s'imaginer qu'il y avait des bancs de neige très hauts. Il est sorti. On ne sait pas quelle direction il a prise. Et puis, c'est tout ce qu'on sait. C'est dans ce quartier que Ryan est disparu. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige, mais la distance pour se rendre chez lui était courte. Son chemin s'arrête ici. Ici, oui. Et est-ce qu'on a trouvé des indices à la fonte des neiges? Non. Ça fait 7 ans et demi et rien n'a jamais été trouvé. Deux jeunes hommes sans histoire, presque le même âge, disparaissent sans laisser de traces dans des centres de ski. C'est troublant. Quel amateur de documentaires criminels ne serait pas excité? Justement, Heather Shtuka connaît le prix à payer quand on est victime de cette culture du true crime. Je scrutais les conversations en ligne parce que j'avais peur de passer à côté d'un indice. J'ai découvert que les gens y déversent plutôt toute leur cruauté. Le cauchemar de la famille Toman, sa famille le vit depuis 7 ans. Elle a appris à se protéger des indices du public qui ne sont que des mirages. Tu commences ta journée, tu ouvres Messenger, et là, c'est un flot de méchanceté qui vient de gens qui pensent qu'ils ont le droit de donner leur avis. Il est retenu captif et on lui prélève ses organes, il est victime de traite sexuelle, il a vécu ci, il a vécu ça. Il te raconte toujours les choses les plus cruelles qui auraient pu arriver à ton enfant. Les proches de Liam le vivent déjà. Son amie d'enfance, Shereen, a vu apparaître des théories funestes sur ce qui serait arrivé à son ami. Le plus dur, c'est les gens en ligne qui parlent comme si c'était un divertissement. Ces gens publient des commentaires sans réaliser que ça peut être blessant ou méchant. Le seul conseil que je donnerais aux familles qui vivent ça, surtout à la famille Toman, c'est de s'en tenir aux faits dont vous êtes certain.
de gérer vos attentes et de poser vos limites. Pour la famille Shtuka, le réconfort est venu de ces mêmes lieux de malheur. Des habitants, des commerçants de Sun Peaks et même des propriétaires de la station touristique, une entreprise japonaise. La compagnie Sun Peaks et la municipalité ont été incroyables. La compassion et l'empathie dont ils ont fait preuve nous ont beaucoup facilité les choses ici. Jamais n'a-t-elle senti que la station voulait mettre en sourdine la disparition de Ryan, contrairement à ce que la famille Towman a perçu de Station Tremblant après la disparition de Liam. C'était le cas jusqu'à la fin de l'été, où un changement a commencé à s'opérer. Ce sont les nouvelles affiches dans les 2 langues. Kathleen et Shireen sont de retour à Tremblant. Avec le reste de la famille, elles distribuent de nouvelles affiches dans le village. Et dernièrement, la station Tremblant semble les appuyer davantage. Ils ont probablement réalisé que nous ignorer ou se taire ne nous ferait pas disparaître. Tu ne peux pas balayer ça sous le tapis. J'espère maintenant qu'on pourra travailler ensemble, comme ça aurait dû être le cas dès le début, bien franchement. Nous avons demandé une entrevue à Station Tremblant au sujet des reproches de la famille Towman et de certains résidents, comme l'absence ou le mauvais fonctionnement de caméras de surveillance, le refus d'afficher l'avis de recherche de Liam sur ses réseaux sociaux ou encore la consigne aux employés de ne pas initier de discussion sur la disparition. Tremblant a décliné notre demande et nous a écrit qu'elle collabore avec les autorités et qu'elle soutient la famille depuis le début. À la fin avril, après la fonte des neiges, la SQ a repassé le périmètre au peigne fin. Rien. Les enquêteurs n'ont pas réussi non plus à identifier la voiture blanche, vue sur une caméra de surveillance. Yves Delvalet n'a pas eu plus de chance. Sur une période de 3 mois, j'ai probablement, moi, personnellement, couvert peut-être 300 à 350 km de sentiers dans un rayon de 5 km de la montagne. Là. Malheureusement, aucun résultat, aucun indice, rien. Liam me manque plus que tout au monde. Je lui texte encore souvent, juste pour lui parler de ma journée. Tu sens le besoin de le texter? Oui. Il m'arrive de juste rouler en auto certains soirs parce que c'est comme si je cherchais un endroit où aller, mais cet endroit, c'est lui. Je me sens profondément seule depuis qu'il n'est plus ici. Quand un enfant disparaît, ça affecte tellement d'aspects de ta vie. C'est dur pour toute la famille. C'est dur pour toute la famille. Ça tronche. Vous venez ici souvent? Oui, je dors ici, assez souvent. Vous dormez dans son lit? Oui. Ça sent encore comme lui. Si vous souhaitez vous plonger davantage dans cette histoire et dans notre démarche journalistique, on vient de préparer un balado dans la série Histoire d'enquête. C'est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada.